Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau coup d'œil du jour, un coup d'œil du jour du 17 mars, qui fait suite au recours par M. Macron et Mme Borne à l'article 49.3 pour tenter de faire passer et avaliser leur réforme des retraites. Alors je voudrais vous expliquer pourquoi. Aujourd'hui, je considère que le recours à l'article 49.3 est non seulement une faute démocratique, ça j'aurais pas besoin, je pense, de m'étendre beaucoup dessus pour l'expliquer, mais c'est aussi une erreur politique qui donne à voir aujourd'hui l'état de la vie politique et des rapports de force politique à l'heure de la démocratie minoritaire. Alors commençons par la faute démocratique. La faute démocratique, bien évidemment, chacun voit que ce n'est pas simplement l'usage du 49.3, une fois de plus, par Madame Borne, mais 49.3 qui a déjà été utilisé par ses prédécesseurs, qui choque, que le couplage de l'article 49.3 avec l'article 47.1. Autrement dit, le 49.3 qui bâillonne le Parlement, alors même que les débats ont déjà été circonscrits et qu'on a empêché avec l'article 47.1 qui puisse se développer, toucher beaucoup plus largement dans le pays, et qu'on verrouille la discussion même, le couplage des deux est effectivement une grande première qui donne la sensation, et plus que ça, même que le débat a été interdit et que nous sommes privés de la décision, fût-ce en tant que peuple souverain, ou même sous la forme représentative. Donc ça, c'est le premier point. Il y a une faute démocratique extrêmement importante de ce point de vue-là, de la part de la Macronie, d'autant que ça donne à voir quand même que le point de fragilité, à l'heure de la démocratie minoritaire, n'oublions jamais que le contexte politique que nous connaissons aujourd'hui, nous ne l'avons pas connu encore toutes ces dernières années. Le gouvernement est minoritaire, il dispose d'une majorité relative, c'est-à-dire une minorité au sein de l'Assemblée nationale, et donc tout cela change complètement les rapports de force. Et ça veut donc dire qu'aujourd'hui le point de fragilité est à l'Assemblée nationale. Ceux qui disaient, comme M. Bompard par exemple à la fin du mois de janvier, que cette réforme ne se jouerait pas à l'Assemblée nationale, n'ont pas compris ce qu'est la nature de la démocratie minoritaire. Bien sûr que les choses se décantent aujourd'hui nécessairement à l'Assemblée nationale, avec bien évidemment une pression de la rue et le fait de jouer le rapport de force. Sans doute d'ailleurs que ce qu'on a vu hier au moment du non vote avait une puissance peut-être encore plus élevée au moment du début du mouvement, et que la fragilité de l'architecture d'appui du groupe macroniste était plus importante encore que ce qu'ont pu imaginer les syndicats ou les partis politiques. Donc une faute démocratique, je crois qu'il y a accord assez large là-dessus. C'est par contre aussi une erreur politique. Et je vais essayer de vous expliquer pourquoi. En recourant à l'article 49.3, M. Macron n'a que deux possibilités sur la table. Soit cette loi est adoptée, soit elle ne l'est pas. Si elle l'avait été, M. Macron aurait réussi à fracturer, d'ailleurs on l'a vu, hein, les Républicains, le groupe LR, et donc à faire le vide autour de lui, ce qu'il cherchait à faire, sur la droite de l'échiquier politique. À partir du moment où il y aurait eu adoption, on a vu qu'une partie du groupe était prête quasiment à faire sécession, et donc les difficultés se seraient enchaînées chez les républicains. Par ailleurs, dans le cadre d'une adoption, M. Macron aurait emporté la victoire symbolique qu'il recherche depuis le début du quinquennat, et aurait retrouvé, qu'on le veuille ou non, une forme de légitimité par ce biais-là. Donc en cas de victoire, il aurait à la fois affaibli ses adversaires politiques, il aurait défait en grande partie le mouvement social et le corps intermédiaire, une fois plus encore, et puis il aurait empoché la victoire qui lui permettait de redonner de l'allant et d'une certaine manière de retrouver un souffle dans son quinquennat. Autre hypothèse qu'il a dû examiner, qui était celle de l'échec. Mais quand bien même M. Macron aurait été en échec au moment du passage au vote, tout d'abord il aurait pu se prévaloir d'être celui qui a été au vote. Voilà. Et dans un contexte aujourd'hui qui est un contexte globalement quand même de chaos de la vie politique en France, de blocage politique institutionnel, puisque nous sommes entrés dans l'ère de la démocratie minoritaire, M. Macron aurait pu être celui qui, dans cette situation-là, disait « Moi, coûte que coûte, j'ai été au vote, je suis partisan des formes démocratiques et que les paroles se respectent, et donc je vous propose de retourner aux urnes. » Il aurait d'autant plus pu le faire que les équilibres n'ont pas changé, qu'on le veuille ou non. On a une situation qui est assez radicalisée sur la forme, il y a une forme de conflictualité toujours entre différents blocs, et une enquête qui est sortie hier, pas plus tard qu'hier, donnait à voir qu'en cas d'élection anticipée, en cas de dissolution, eh bien, la NUPES retrouvait ses petits,
le groupe de M. Macron retrouvait globalement ses petits, le RN progressait très légèrement, donc globalement les équilibres étaient maintenus. Et puis en ayant fait cela, là bien évidemment, s'il y avait eu vote contre, LR explosait encore plus et quasi instantanément, puisque c'est quand même compliqué de porter la responsabilité, ce qui aurait été le cas. M. Macron aurait rejeté la responsabilité du vote contre sur LR, alors que le projet tel qu'il est là aujourd'hui correspond très 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 largement à ce qui est préconisé par LR, tant pendant la campagne de 2022 de Mme Pécresse que par les différentes campagnes internes et les passages aux urnes depuis maintenant plusieurs années. Donc il aurait été compliqué pour LR d'assumer l'échec de cette réforme qui correspond pourtant à ses canons politiques. Voilà, donc même dans le cas d'un échec, M. Macron aurait pu se prévaloir du fait d'avoir été au vote. Il ne l'a pas fait, et il se retrouve aujourd'hui dans une nasse qui est celle du 49.3, car l'horizon des possibles s'est à nouveau ouvert. Alors pourquoi cet horizon des possibles s'est-il à nouveau ouvert, et que convient-il de faire en la matière? La première chose, c'est, vu la fragilité qui existe au sein même du Parlement, continuer à agir au Parlement. Et de ce point de vue-là, trouver les formes pour qu'une motion de censure large, non seulement soit déposée, mais soit adoptée. Et il faut le dire, de ce point de vue-là, il faut être pragmatique et efficace. Hier, quand il y avait dépôt d'une motion de censure, ça voulait dire que celui qui faisait tomber le gouvernement pouvait demander et pouvait se prévaloir du fait qu'il allait devoir former un nouveau gouvernement. À l'ère de la démocratie minoritaire, ce n'est plus du tout le cas. À partir du moment où il y aurait adoption d'une motion de censure, ça veut simplement dire qu'il faut retourner devant les électeurs. Ça veut simplement dire qu'il faut retourner devant les électeurs. Autrement dit, il n'y a pas besoin d'un fondement commun pour pouvoir gouverner ensemble, pour que puissent gouverner ensemble tous ceux qui déposeraient et qui voteraient une motion de censure. Il faut simplement que tout cela se retrouve sur le fait que non seulement ils n'étaient pas d'accord avec la réforme des retraites, mais que le racisme est encore plus large et encore plus solide, parce qu'ils ne sont pas d'accord avec la manière dont cette réforme des retraites a été adoptée et dont la démocratie et l'usage, même dans la forme institutionnelle représentative, est fait des outils qui sont à disposition de l'exécutif. Autrement dit, le socle, le ciment, ce qui aujourd'hui permet d'élargir l'assise, c'est bien la question démocratique quand elle fait la jonction avec la question sociale, et c'est bien le fait de vouloir se retrouver contre les pratiques qui sont imposées aujourd'hui par l'exécutif. Je le redis, une motion de censure ne vaut pas accord pour former ensemble un gouvernement, elle vaut simplement retour aux urnes. Et de ce point de vue-là, eh bien on regardera dans le détail qui sont ceux qui sont capables de comprendre ce qu'est ce nouveau temps de la démocratie minoritaire, parce que ça, c'est une conséquence directe de la nouvelle période politique que nous vivons. Le deuxième aspect, et le deuxième levier qu'il convient d'actionner, nous en avons eu la démonstration au soir même de l'adoption de ce 49.3. Quand, cette fois, une mobilisation, une manifestation, un rassemblement spontané, hors des cadres établis, c'est immédiatement propagé, de manière quasi viscérale, à la fois à Paris, face à l'Assemblée nationale, place de la Concorde, mais dans beaucoup de grandes villes de France et dans des villes également beaucoup plus petites. Ce sentiment citoyen qui s'est retrouvé et où il y a eu besoin de retrouver ce débordement populaire qui était d'ailleurs celui qui était à l'origine du mouvement contre la réforme des retraites dès le 19 janvier, qui vient de dire nous n'acceptons pas ces fausses règles du jeu démocratique qu'on entend nous imposer. Et à partir du moment où on sort des cadres établis, comme ça avait été le cas au moment des Gilets jaunes, à partir de novembre et décembre 2018, on voit que c'est la grande peur qui s'empare des possédants de l'exécutif et des rentiers de la politique. Cela, à un moment donné, voit bien que les cadres bien organisés peuvent se défaire et que c'est le peuple qui peut à un moment donné reprendre la main. C'est pourquoi la journée si lointaine qui est posée par l'intersyndicale le jeudi 23 mars devrait être précédée par une nouvelle irruption citoyenne, que nous reprenions le flambeau et le fil là où nous l'avons laissé en décembre 2018. Ce samedi, marchons, marchons, marchons comme nous l'avions fait à l'époque, et nous retrouverons cette force et cet élan populaire qui sont les seuls à même de faire rompre le gouvernement. J'en termine sur la démocratie minoritaire. Vous savez que je suis un observateur attentif de ce qui se passe sur ces questions-là. J'ai étudié la démocratie minoritaire à partir du moment où elle s'est imposée
au sein de l'Union européenne à partir de 2016, comment elle a progressivement gagné la moitié des pays de l'Union européenne et les conséquences qu'elle a eues. Partout, partout, des situations de blocage sont intervenues. Soit que les gouvernements n'acceptaient pas le principe de la démocratie minoritaire et n'arrivaient pas à former des gouvernements et donc retourner aux urnes et retourner aux urnes et retourner aux urnes, comme ça a pu être le cas par exemple en Espagne, et partout où la démocratie minoritaire a été tentée, elle n'a eu qu'une durée de vie limitée. On voit aujourd'hui, dans les différents pays qui nous entourent, ceux qui avaient eu recours à la démocratie minoritaire sont peu à peu en train d'en sortir parce qu'il y a une restructuration de l'échelle politique. Nous sommes rentrés quasiment les derniers dans l'ère de la démocratie minoritaire en France au mois de juin, et il ne faut pas croire que nous ne connaîtrons pas les mêmes aléas que les pays autour. Celui-ci est l'un de ces moments structurants de notre vie politique présente et à venir. Sortons-nous immédiatement de la démocratie minoritaire, ou en tout cas retournons-nous immédiatement aux urnes, toujours est-il que l'horizon des possibles est en train de s'ouvrir, et c'était de manière prévisible. Cela se fait peut-être plus vite encore que prévu, 9 mois à peine après la mise en place et après les élections législatives que nous avons connues l'année dernière. Donc c'est un tournant qu'il s'agit aujourd'hui de saisir en mesurant bien tous les paramètres. Je m'arrête là pour aujourd'hui en vous invitant à cliquer et à mettre un petit pouce bleu si cette vidéo vous a plu et à vous abonner à la chaîne et à me retrouver sur mon blog www.cocseocq.wordpress.com. Allez, je vous dis à très bientôt. L'histoire va être riche et féconde dans les semaines à venir. Salut!